Alors, sans tarder, on va passer à Cheryl qui va essayer de répondre à cette question sur le projet de loi C15. De quoi s'agit-il exactement et est-ce que vous pouvez le mettre un peu en contexte? Alors, merci beaucoup. Merci. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire de pouvoir me retrouver parmi ces autres panélistes distingués et je tiens à honorer le travail qu'ils ont fait pour construire cette histoire et je veux reconnaître leur formidable travail. Alors, je sais que c'était beaucoup d'organisations pour nous rassembler ce soir et avant de commencer, je voulais également honorer les peuples du territoire sur lequel je me trouve et je vis sur le campus UBC à Vancouver. Donc, c'est les territoires ancestraux non cédés et je voulais donc reconnaître tout d'abord ces territoires. Et j'aimerais reconnaître aussi Marie Fontaine qui nous a guidés dans la prière ce soir. Alors, avant de commencer à parler du projet de loi C15, je voulais peut-être revenir un petit peu en arrière dans le temps et dans le passé et j'aimerais vous parler de toute l'histoire de la déclaration, mais je vais me limiter à quelques points clés de cette déclaration qui sont particulièrement importants et qui sont particulièrement pertinents pour cet échange ce soir. D'abord, un des points les plus importants dans la déclaration, dans le projet de loi C15, c'est important toujours de comprendre, de garder à l'esprit l'urgence de ce document. Les pré-ébauches qui ont été faites, qui parlaient des droits de la personne, des droits des peuples autochtones, ont été, en fait, remontent à la moitié des années 70, peut-être même avant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on parle des années 70, mi-années 70. Donc, il y a eu des ébauches de documents qui ensuite ont amené à cette déclaration. Donc, ça remonte jusqu'à au moins les années 70. Ici en Colombie-Britannique, à cette époque, lors du Conseil du Rassemblement mondial, et puis il y a eu plusieurs autres rencontres, d'ailleurs au sud du Dakota. Et tout ça, ça s'est tenu déjà dans la moitié des années 70. Et c'est ce qui a lancé un mouvement de personnes qui ont commencé à se rencontrer en 77, ensuite à Genève. Et dans les années qui ont suivi, ils ont pris la décision délibérée de collaborer avec les Nations unies et les États membres pour arriver à développer ce que l'on connaît maintenant comme la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples. Alors, il faut se rappeler que c'est un processus qui était très long. Ça a pris 2 décennies de négociations avec les différents États, plusieurs groupes de travail à Genève, et c'est ce qui a amené à cette déclaration sur les droits des peuples. Et il faut se rappeler que ça a été un parcours vraiment très controversé et très complexe. Il faut se rappeler aussi que c'est le premier instrument pour la défense des droits des peuples où les peuples autochtones ont eux-mêmes participé et donc qui ont apporté leur voix, l'ont fait entendre. Et c'est important aussi de se rappeler que pendant ces 2 décennies de discussion, les défenseurs ou les porte-paroles n'ont pas obtenu absolument tout ce qu'ils voulaient obtenir, ni d'un côté ni de l'autre, ni d'une partie ni de l'autre, mais c'était le meilleur compromis qu'on a pu réaliser pour aller de l'avant. Et puis, autre chose, c'est que dans la déclaration, on ne parle pas de créer des nouveaux droits. Tout ce qui est dans ce document réaffirme l'existence de droits préexistants et développe les législations qui existaient déjà en matière des droits des peuples. Par contre, cette déclaration est ciblée sur les questions, en fait, vise à mettre en relief les difficultés, les obstacles des peuples autochtones. Elle parle, cette déclaration, des droits
individuels et collectifs et dit clairement quelles sont les responsabilités pour s'assurer que ces droits soient respectés dans les contextes différents des parties, des pays qui participent. Alors, les États doivent établir des mécanismes en collaboration avec les peuples autochtones, des mécanismes pour permettre de résoudre les conflits ou les controverses. Et donc, dans le monde entier, on commence à voir des mises en œuvre de ces principes et elles se manifestent dans 4 directions. Ça passe toujours par les agences des Nations unies, mais ça se fait à travers des instruments régionaux, comme par exemple l'Organisation des États américains, l'Union européenne, et ça se fait également dans les cours, dans des actions légales qui se tiennent dans le monde entier, et également dans les politiques constitutionnelles et dans des mesures législatives qui sont prises au niveau national. Et c'est particulièrement ce qui nous intéresse avec ce projet de loi C-15. Et si vous lisez la déclaration, l'article 38 dit clairement que les États, en consultation, en coopération avec les peuples autochtones, devront prendre les mesures appropriées, y compris les mesures législatives, afin de mettre en œuvre cette déclaration, d'atteindre les objectifs établis par cette déclaration. Donc, c'est clair qu'il devra y avoir des mises en œuvre au sein des législations, des intégrations législatives. Maintenant, si on revient en arrière, il y a le projet de loi qui avait été avancé par un projet qui demandait que l'on revoie toutes les législations fédérales pour s'assurer qu'elles soient en conformité avec les normes minimales de la Déclaration des Nations unies. Et deuxièmement, demander un plan d'action pour la mise en œuvre. Et finalement, cela demandait des rapports réguliers aux parlements nationaux par rapport à la mise en œuvre qui était faite. Et ce projet de loi C-262 avait été présenté à la Chambre des communes, mais l'opportunité de passer, d'approuver cette législation a été perdue parce que c'est le Sénat qui s'y est opposé. Alors, pendant les dernières élections fédérales, une des promesses, c'était de passer à l'étape suivante de cette mise en œuvre, de cette application. Ici, en Colombie-Britannique, là où je vis, le gouvernement provincial a approuvé la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones au mois de novembre 2019. Et cela s'est fait de façon unanime. Et c'est devenu la première juridiction dans le monde anglophone qui a mis en œuvre qui a intégré cette déclaration dans sa législation. Et cette législation a été co-développée avec les représentants autochtones de notre province et de façon semblable au projet de loi C-262, ça a suivi la même ligne de ce projet de loi et ça partage beaucoup de points en commun autant avec le projet de loi C-262 qu'avec le projet de loi C-15. Donc, ça commence par une révision des lois et des politiques nationales et cela demande également un plan d'action pour intégrer cette déclaration dans la législation nationale. Donc, c'est très semblable, très comparable au projet de loi C-262, mais ça développe un peu plus ce projet de loi. D'abord parce que cette législation inclut un préambule qui est très articulé et très détaillé. Et ce préambule est particulièrement important. Et une bonne partie de ce préambule doit
être intégré dans la législation canadienne. Et personnellement, j'appuie absolument la façon dont le préambule est libellé. Alors, le préambule affirme que la déclaration est la norme minimale pour les droits de la personne des peuples autochtones et il doit être mis en œuvre au Canada. Ce préambule rejette toute doctrine de supériorité et toute forme de colonialisme également. Il demande également une approche de partenariat pour la mise en œuvre de ces éléments juridiques. Et tout comme la législation de Colombie-Britannique, cela invitera, demandera au gouvernement de travailler en collaboration avec les représentants autochtones et également, ce qui est très important, c'est que ça donne un échéancier, 3 ans. Alors, comparablement au projet de loi précédent, ici, on réaffirme qu'il s'agit d'un instrument international qui peut être utilisé pour interpréter les législations actuelles et pour développer de nouvelles législations. Mais il n'est pas automatiquement enchâssé, c'est-à-dire il n'enchasse pas automatiquement la déclaration dans la législation. Par contre, il offre un processus très clair et un cadre de mise en œuvre très précis. Alors, je vais vous repasser la parole, Marc, et j'ai bien d'entendre votre prochain invité.